De retour en live justement sur LinkedIn, cette fois-ci avec Otmar Sgir, CEO de DataHawk, qui va faire un panorama de l'e-commerce et du futur du retail, notamment autour de la data analytics et ce que ça change en termes de stratégie commerciale pour les marques, les retailers et comment ils se positionnent désormais. Donc on est ravis d'accueillir maintenant Otmar Sgir. DataHawk, c'est une plateforme SaaS d'analyse de données et d'optimisation de performance e-commerce, particulièrement sur les marketplaces. Parfait, alors je vous propose une première question un peu macro sur votre vision à vous, acteurs du retail. Quelles ont été, selon vous, les tendances, en tout cas que vous avez décryptées sur les entreprises du e-commerce, les tendances qui ont évolué suite évidemment à la crise du Covid-19 ? Alors, je pense d'abord, il y a eu des prises de conscience sur plusieurs aspects. Premièrement, il y a eu une prise de conscience chez les marques de la dépendance qu'elles avaient vis-à-vis du retail physique. Donc, quand on est dépendant à 90-95% de ventes physiques dans ces magasins et que le magasin est fermé ou qu'il n'y a plus de trafic physique ou beaucoup moins de trafic physique, les conséquences peuvent être très lourdes pour la marque. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu des prises de conscience chez certaines marques du retard qu'elles avaient par rapport à d'autres concurrents, par rapport à d'autres acteurs qui sont beaucoup plus avancés sur leurs initiatives direct to consumer. Je pense notamment à des exemples de best players comme L'Oréal ou d'autres qui vont être à du 30-35% d'e-commerce, Lululemon qui sont à 50% aux US. Là où la majorité des marques un peu plus legacy, traditionnelles, vont être à du 5, 10%, 15% pour les plus avancées d'entre elles. Donc ça, c'était un deuxième point. Un troisième point intéressant, c'est aussi une prise de conscience sur les limitations de système e-commerce, de process que les marques ont. Parce que quand on a l'habitude de vendre d'avoir 100 ordres e-commerce par jour et que du jour au lendemain, ça passe à 1000 ou 10 000, il y a des problématiques de scaling, il y a des problématiques d'adaptabilité qui ne peut pas se faire du jour au lendemain facilement. Donc si les systèmes ne sont pas en place, c'est que ce n'est pas les bons systèmes, ça peut être problématique. Et enfin, je dirais que le dernier point côté prise de conscience, c'est peut-être sur la partie supply chain, où ça a touché à 2 points. Donc autant une prise de conscience sur la supply chain côté achat que côté distribution. Donc côté achat, ça va être des problématiques en termes de procurement, donc de circuit lent. On a tous vu la crise des conteneurs, avec le prix des conteneurs qui est passé de $3 000 à plus de $20 000. Donc ça crée beaucoup de problématiques pour les manufacturers, pour les marques. Mais aussi une prise de conscience côté distribution. Je me rappelle notamment de l'exemple de la période de mars à août 2020, où beaucoup de marques qui vendaient, par exemple, sur Amazon, qui étaient dépendantes du programme Fulfillment by Amazon, d'un coup, elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus shipper leurs produits aux consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas d'autres moyens de distribution. Elles ne bossaient pas avec des 3PL, elles n'avaient pas leur propre warehouse. Et Amazon donnait la priorité aux biens qu'ils jugeaient essentiels. Et donc, si on vendait des biens non essentiels, on était un petit peu dans une situation embêtante. Donc, suite à ces prises de conscience, qu'est-ce qu'il y a eu ensuite ? Il y a eu un shift de mindset et il y a eu des investissements qui sont suivis. Donc, premièrement, il y a eu des investissements côté direct consumer, donc ce qui est très bien pour les marques. Et côté donc D2C, il y a eu 2 types d'investissements, on va dire. Le premier, c'est sur tout ce qui est les owned operated stores des marques, donc les ventes en direct qu'elles vont faire sur leur propre site, qui va tourner sur un Shopify, une Salesforce Commerce, etc. Et ensuite, il y a eu aussi et surtout des investissements côté marketplace. Des marketplaces, donc les ventes sur Amazon, sur un Cdiscount, sur d'autres plateformes plus spécialistes. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, 2/3 des achats de biens physiques en ligne se font sur un modèle de marketplace. Donc c'est très bien de pousser pour du owned operated store, mais il faut être là où le consommateur est. Et le consommateur, parfois, il a envie d'acheter sur des marketplaces. Donc ça, c'était un premier type d'investissement. Ensuite, il y a eu des investissements côté humain. Côté humain, parce que c'est important d'avoir les bonnes compétences en interne ou en externe pour aider justement sur cette transformation digitale. Donc on a vu pas mal de rôles super intéressants et spécialistes se créer sur les 2 dernières années. Pour prendre l'exemple des marketplaces, on voit des titres type Marketplace Manager, peut-être même
ça va un petit peu plus loin sur des rôles plus spécifiques et spécialistes, type SEO manager ou SEO marketplace manager, donc des gens qui vont bosser sur l'optimisation de référencement organique sur les marketplaces. Et enfin, le dernier point, c'est peut-être des investissements côté plus process et outillage, etc., pour faire en sorte que justement ces systèmes puissent scaler. Merci pour toutes ces précisions, cette analyse très poussée, hein, on pouvait s'y attendre. Alors, l'évolution des data analytics a fait particulièrement évoluer finalement les stratégies commerciales des entreprises. Comment elles peuvent s'adapter, ces entreprises, aux nouvelles tendances finalement? Alors, déjà, il faut qu'elles shiftent leur mindset un petit peu. Donc, le premier point, c'est que peu de marques en cette mindset-là de capacité d'utiliser la donnée, d'analyser la donnée, de regarder la donnée. Donc c'est une culture, quoi, une vraie culture vraiment basée sur la donnée pour en extraire les bons insights et savoir prendre les bonnes décisions en analysant ces datas-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est essayer de pousser cette culture en interne. Mais ça nous ramène ensuite au deuxième point qui est le fait d'être outillé. Donc, pour pouvoir analyser des données, il faut avoir accès à ces données-là. Aujourd'hui, une grosse complexité dans l'écosystème e-commerce actuel, c'est la prolifération des canaux de distribution. Et donc, ça complexifie davantage le fait d'avoir accès à la data. Et donc, il faut avoir les bons systèmes en place pour collecter cette data-là et pouvoir l'analyser. Et ensuite, le troisième point, c'est savoir en tirer les bons insights, les bonnes prises de décision qui peuvent toucher à plein d'aspects. Ça peut toucher à des sujets de développement produit, des choix de quel type de produits lancer ensuite, comment améliorer les produits existants, des choix de packaging, des choix de mise en avant, de marketing, beaucoup de conséquences qui peuvent en dérouler. Et je pense l'exemple parfait des boîtes qui ont su vraiment émerger et avoir beaucoup de succès sur les 2 dernières années en ayant cette mindset-là, ça peut être des exemples sur le monde des marketplaces de ce qui s'appelle les agrégateurs. Donc c'est un mouvement qui a commencé un petit peu depuis janvier 2020, je dirais. De janvier 2020 à novembre 2021, donc en même pas 2 ans, il y a eu plus de 10 milliards de dollars qui ont été investis dans ces agrégateurs-là. Donc finalement, c'est quoi? C'est des boîtes qui veulent créer les Procter & Gamble et Unilever de demain, mais avec une mindset très data-driven, très direct to consumer, qui va aller se lancer d'abord avec une approche digital native sur les marketplaces, sur des owned operated stores. Très clair, effectivement. Alors j'ai l'impression que vous avez commencé un peu à répondre effectivement avec un peu les best practices par rapport à cette gestion de la data, comment la récolter en temps réel aussi, s'en servir pour toujours s'améliorer, un peu une logique test and learn, hein, j'ai l'impression. Alors Datahawk, comment vous pouvez aider justement les retailers dans ce domaine, les marques à vendre sur le e-commerce? Alors le premier point, c'est la visibilité déjà. Ça, c'est l'un des plus gros challenges dont on entend parler en parlant à des directeurs e-commerce, à des marques, à des contributeurs là-dessus. C'est le fait que l'accès à la donnée est difficile, que les marques manquent de visibilité sur leurs performances. Et comme je disais tout à l'heure, plus on est sur plusieurs canaux de distribution, plus c'est complexe parce qu'il faut être sur différents outils. L'accès à la donnée est compliqué et le fait qu'elle soit éclatée sur autant de plateformes rend ça très difficile à gérer. Donc ça, c'est le premier point. On les aide sur le fait d'avoir plus de visibilité sur leurs performances. Ensuite, le deuxième point, c'est pouvoir benchmarker cette performance-là. Alors, c'est très marrant quand tu parles à une marque qui te dit l'année dernière, nous, on a fait 20% de croissance sur Amazon, par exemple. C'est génial, on est content. Très bien, bravo, c'est bien. Mais qu'en est-il si ton concurrent, si ton marché a fait plus 40%, plus 50%, plus 60%. Donc le fait de pouvoir benchmarker sa performance par rapport à la concurrence est aussi hyper critique, mais aussi pouvoir apprendre des stratégies des concurrents et appliquer ça dans ses process internes. Donc c'est des choses sur lesquelles on aide aussi. Et enfin, le dernier point, c'est donner les insights nécessaires pour pouvoir ensuite driver d'autres décisions. Donc des insights sur plein d'aspects. Mais globalement, ça peut toucher déjà premièrement à la partie, à tout ce qui est optimisation de référencement organique. Donc à titre d'exemple, sur Google,
Sur un magasin physique, on a envie d'être rue de Rivoli. Sur Google, on a envie d'être en page 1. Sur une marketplace comme Amazon, pareil, on a envie d'être en page 1. Donc nous aidons sur ça, sur le fait d'optimiser son référencement organique côté search. Le deuxième point, c'est donner des analytiques sur les fiches produits, sur la concurrence et ainsi de suite, sur de l'intelligence sur le marché, comprendre comment ces parts de marché évoluent, comment ça se compare à ses concurrents, répondre à des questions et des problématiques type quel est le prix idéal pour moi pour optimiser mes chances d'apparaître algorithmiquement parlant en page 1 des résultats de recherche. Beaucoup de choses similaires, mais aussi une meilleure visibilité sur son reporting financier, sur sa performance financière, autant côté vente que côté dépenses. C'est bien de faire beaucoup de ventes, mais si les taux de retour sont élevés, si les dépenses sont élevées, c'est des choses aussi à suivre. Et enfin, le dernier point, c'est sur la performance publicitaire. Amazon vient d'annoncer la semaine dernière qu'il vient d'atteindre 31 milliards de dollars d'ad spend. C'est incroyable parce qu'ils ont lancé ça il y a 4 ans, c'était à même pas 4 milliards. Donc aujourd'hui, c'est devenu une telle force publicitaire que les marques vont dépenser 15-20% de leurs ventes sur le fait de générer du trafic. Et elles doivent pouvoir driver un meilleur ROAS sur ça. Et donc, on les aide pour avoir de la visibilité et améliorer cette performance. Mindset, shift aussi, et puis voilà, l'innovation c'est bien, mais se montrer aussi, voilà, c'est la guerre d'Internet, quoi. Clairement, on n'est plus sur la rue de Rivoli. Maintenant, il faut savoir se montrer, et notamment avec les différents insights que tu as montrés. C'est ça ? Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Othman Sghir, CEO DataHawk, et on te souhaite une très belle suite de updates ici, et profite bien. Merci, bonne journée.